Quand un mendiant entra dans la boutique de tissus la plus chère du souk, elle le chassa. « Dégage de là, sale rat d'égout, tu vas salir ma marchandise !» C'est alors qu'il aperçut la fille reniée par sa propre famille, et quelque chose en lui changea. Pendant des mois, ils travaillèrent côte à côte, deux inconnus tombant amoureux en silence. Mais ils cachaient un secret. « Et qui es-tu » Et le poids de cette découverte allait tout changer. « Dégage de là, sale rat d'égout. Si cette soie touche ta souillure, je ferai couper tes mains pour payer le préjudice. » Le cri déchira l'air dense et étouffant du grand souk, se mêlant à l'odeur âcre des épices brûlées et de la sueur animale. Le marché était un organisme vivant, pulsant et impitoyable, une artère commerciale labyrinthique où les fortunes se faisaient, et les âmes se vendaient au prix d'un sac de pois chiches. Au milieu de ce chaos, un homme marchait à contre-courant. Ses vêtements étaient des haillons gris qui tenaient à peine sur son corps. La peau était maculée de suie et de sable, et un turban défait couvrait une grande partie de son visage. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans sa manière de se mouvoir. Les mendiants du Sud traînaient les pieds, courbaient l'échine, se recroquevillaient pour occuper moins d'espace dans le monde. Cet homme, cependant, fendait la foule comme la proue d'un navire brise les vagues. Ses pas étaient fermes, le menton relevé. Il s'arrêta devant l'imposante façade de la maison Samira, la boutique de tapis et de tissus la plus prestigieuse et la plus prétentieuse du quartier est. L'entrée était gardée par des vases en laiton poli, si brillants qu'ils reflétaient la misère de la rue avec une clarté cruelle. L'homme, que le monde ne connaîtrait que sous le nom de Luffy, inspira profondément. L'air là-bas sentait la lavande et l'argent ancien. Il franchit le seuil. À l'intérieur, le bruit du marché s'éteignait, étouffé par les épaisses tapisseries qui recouvraient les murs du sol au plafond. C'était un sanctuaire de silence et d'ostentation. Fatima, la matriarche de la famille Samira, était derrière un comptoir en acajou, ses doigts épais parés d'anneaux d'or et de rubis, tambourinant impatiemment sur un grand livre de comptes. Elle ne leva pas les yeux lorsque l'ombre de Luffy recouvrit sa table. « Nous n'avons pas de reste aujourd'hui », dit-elle, la voix monotone et coupante comme une lame de rasoir. « La charité se fait les vendredis à la porte de derrière. Faites demi-tour avant que j'appelle les gardes pour vous montrer le chemin du caniveau. » « Je ne veux pas de votre charité. » La voix de Luffy était grave, une résonance profonde qui fit stopper les doigts de Fatima instantanément. Ce n'était pas la voix de celui qui demandait, c'était la voix de celui qui ordonnait, bien que le ton fût calme. « Je veux du travail. » Fatima leva la tête lentement. Ses yeux, soulignés de col épais, parcoururent la silhouette devant elle avec un mépris qui aurait pu faire faner une fleur. Elle vit la poussière, les ongles sales, la tunique déchirée. Du travail, elle laissa échapper un rire court et sec, sans aucune once d'humour. « Regardez cet endroit, nous vendons aux vizirs, aux ambassadeurs, à la cour. Pensez-vous que je permettrais à une créature qui sent le fumier de chameau de toucher mes marchandises? Vous entacheriez la réputation de la maison Samira rien qu'en respirant ici. » Luffy ne recula pas. Au lieu de cela, il fit un pas sur le côté, s'approchant d'une pile de tapis roulés dans le coin. D'un mouvement fluide, il passa sa main calleuse sur le bord d'un tapis persan indigo. « Ce Tabriz, » dit-il, frottant la laine entre son pouce et son index. « Il a un nombre de nœuds impressionnant, peut-être 600 par pouce carré, mais la teinture bleue, elle n'est pas indigo pure. Elle a été mélangée à des baies de genévrier pour en augmenter le rendement. Elle se décolorera en 2 hivers si elle prend le soleil directement. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Fatima ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le choc momentané sur son visage révéla la vérité. Elle savait que la pièce était inférieure, et ce vagabond venait d'exposer son secret commercial avec la précision d'un maître tisserand. « Qui êtes-vous » siffla-t-elle, les yeux plissés, le dédain maintenant mêlé d'une pointe de peur et de curiosité. « Quelqu'un qui a besoin de manger et qui a des bras forts. »
répondit Luffy, s'éloignant du tapis. Ce que vos yeux voient, c'est de la saleté. Ce que mes mains savent vaut plus que l'or que vous exhibez à ses doigts. Avant que Fatima ne puisse formuler une réponse ou le chasser à grands cris pour dissimuler son propre embarras, le rideau de velours qui séparait la boutique des appartements privés s'ouvrit avec violence. Le tintement excessif de bracelets annonça l'arrivée de Camilla et Alicia. Les sœurs semblèrent des poupées de porcelaine qui avaient pris vie, mais une vie futile et stridente. Camilla s'éventait frénétiquement avec un éventail de plumes de paon, tandis qu'Alicia tenait un miroir de poche, vérifiant si la chaleur avait fait fondre le moindre millimètre de son maquillage impeccable. « Mère, c'est insupportable !» gémit Camilla, se jetant sur un fauteuil capitonné. « Le ventilateur de plafond de notre chambre grince encore. Comment espérez-vous que je repose ma beauté avec ce vacarme infernal ?» Et la stupide servante n'a toujours pas apporté le sorbet de Romain, compléta Alicia, se pinçant le nez en remarquant Luffy. Mère, qu'est-ce que c'est que ça? La saleté entre maintenant par la porte d'entrée. L'odeur va imprégner les soies. Fatima retrouva son sang-froid, redevenant la générale de ce petit empire de vanité. Ce n'est qu'un insecte qui était déjà sur le point de partir, dit-elle, reportant son regard glacial sur Luffy. Sortez maintenant! Ou la phrase mourut dans l'air. L'entrée de la boutique s'obscurcit de nouveau, mais cette fois ce n'était pas par la présence d'un homme, mais par une montagne de laine brute qui semblait flotter à l'intérieur, soutenue par des jambes tremblantes. Kiara entra dans la boutique. Elle ne marchait pas. Elle survivait à chaque pas. Sur son dos, courbé presque à 90 degrés, se trouvait un fardeau de laine brute, sale et lourde, attaché avec des cordes épaisses qui devaient certainement lui couper la peau des épaules. Le volume était si grand qu'elle ressemblait à une fourmi portant une feuille 10 fois plus grande que son corps. Ses pieds nus laissaient des marques humides sur le sol de marbre poli. La sueur collait ses cheveux sombres à son front et à son cou, et sa respiration était un sifflement douloureux, le son de poumons poussés à la limite de l'épuisement. « En retard !» cria Fatima, et frappant le comptoir avec tant de force que ses bagues claquèrent. « Je vous ai envoyé chercher cette livraison à l'entrepôt nord il y a 1 heure. Vous vous êtes arrêté pour bavarder avec les rats de la citerne, espèce d'inutile !» Kiara n'avait pas de souffle pour répondre. Elle tenta de manœuvrer l'énorme fardeau vers le coin de stockage, mais ses jambes, torturées par des kilomètres de marche sous le soleil de midi, cédèrent finalement. Le genou droit plia, l'équilibre fut perdu. Ce fut une question de physique cruelle. Le fardeau de 50 kilos s'inclina dangereusement. S'il tombait, il ferait s'écrouler une étagère de vases de cristal de Bohême qui coûtait plus cher que la vie de toutes les personnes présentes. Kiara ferma les yeux, s'attendant au son du verre brisé et à la raclée qui suivrait, mais le son ne vint jamais. Au lieu de cela, il y eut un bruit sourd, étouffé, de chair et de muscles contre la fibre brute. Kiara ouvrit les yeux. Le fardeau n'était pas tombé, il était suspendu en l'air, défiant la gravité. Elle tourna la tête, la sueur coulant sur ses cils, et vit. Luffy était à côté d'elle. Il ne faisait aucun effort. Son bras droit était tendu, la paume de la main ouverte contre la laine, tenant tout ce poids colossal, comme si c'était une plume. Il ne regardait pas le fardeau, il la regardait elle. Pour la première fois depuis des années, Kiara ne vit ni pitié ni dégoût dans les yeux de quelqu'un. Elle vit une intensité ardente, sombre et profonde comme la nuit dans le désert. Sa proximité apporta une odeur de terre et de pluie lointaine qui, pendant 1 seconde, surpassa le parfum écœurant de la boutique. Il était si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, une fournaise contenue sous des haillons. Et vous, votre cœur s'est-il aussi emballé à ce moment-là? Si vous êtes impatient de découvrir comment cette histoire va se dérouler, laissez un « j'aime » maintenant, car ce qui va suivre va déclencher une cascade d'événements inattendus. Et regardez, si vous avez une idée d'histoire que vous aimeriez voir ici sur la chaîne, commentez-la ci-dessous. Nous étudions chaque suggestion et faisons de notre mieux pour vous proposer la version que vous avez demandée. D'accord. Et maintenant, pour en revenir
Luffy ne lâcha pas le fardeau immédiatement. « Vous allez bien » murmura-t-il. Ce n'était pas une question polie, c'était une vérification tactique. Kiara était trop étourdie pour parler. Elle hocha juste la tête, les lèvres entr'ouvertes, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage, non plus par l'effort, mais par le choc de cette proximité électrique. Il tenait le poids qui aurait dû l'écraser, et il semblait qu'en faisant cela, il tenait aussi, pour un bref instant, toute la souffrance de son monde. « Enlevez vos mains de là !» Le cri de Fatima brisa le sortilège comme un marteau sur un miroir. « Qu'est-ce que vous croyez faire en touchant ma marchandise avec ces mains immondes ?» Luffy ne lâcha pas le fardeau immédiatement. Il aida Kiara à se redresser, soulageant le poids délicatement, jusqu'à ce que la charge soit en sécurité sur le sol. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers la matriarche. Le calme sur son visage avait disparu, remplacé par une dureté glaciale. « Elle allait tomber », dit Luffy. « Le poids est excessif pour un animal de bas, à plus forte raison pour une femme. »« Ce n'est pas une femme, c'est une dépense », rétorqua Fatima, sortant de derrière le comptoir et marchant jusqu'à Kiara. Elle saisit le menton de la jeune fille avec force, tournant son visage vers la lumière. « Regardez ça, pâle, faible, toujours en sueur. Kiara ne sert qu'au travail lourd parce qu'elle n'a pas la grâce de ses sœurs pour attirer les clients. Et vous ?» Elle se tourna vers Luffy, un éclat calculateur apparaissant dans ses yeux de marchande. Fatima regarda le fardeau de laine que Luffy avait tenu d'une seule main. Elle regarda les muscles tendus de son avant-bras, visibles à travers les déchirures de sa manche. La cupidité remplaça le dégoût. La main-d'œuvre forte était chère, la main-d'œuvre désespérée était bon marché. « Vous voulez du travail ?» demanda Fatima, un sourire tordu courbant ses lèvres. « Très bien, j'ai besoin de quelqu'un pour porter les métiers à tisser, nettoyer les étables des chameaux et décharger les charrettes de l'aube. Le porteur précédent s'est enfui parce qu'il était faible. Vous semblez pouvoir être brisé. »« Je peux, » dit Luffy, maintenant le contact visuel. « Quel est le paiement ?» Camilla et Alicia rirent au fond de la boutique, couvrant leur bouche avec leurs mains décorées au henné. « Paiement ?» se moqua Fatima. « Je vous donne un toit au-dessus de la tête. Vous pouvez dormir dans l'entrepôt de laine si les rats ne vous dérangent pas. Et quant à la nourriture... » Fatima fit une pause dramatique, ses yeux brillants d'une malice pure. Elle pointa un doigt long et accusateur vers Kiara, qui tentait encore de reprendre son souffle, recroquevillé contre le mur. « Vous mangerez ce qu'elle laissera tomber. Ces restes sont votre festin. Si elle mange tout, vous aurez faim. Si elle est généreuse, vous survivez. À prendre ou à laisser. » L'air dans la boutique devint lourd. Kiara regarda Luffy avec des yeux écarquillés, le suppliant silencieusement de refuser, de cracher par terre et de partir, gardant sa dignité. Personne ne devrait être soumis à cette humiliation. Manger les restes d'une servante méprisée, c'était être en dessous de la caste des chiens. Luffy regarda Kiara. Il vit la honte brûler sur ses joues, non pour elle-même, mais pour lui. Il vit la bonté dans son inquiétude. Et puis il regarda Fatima, gravant ce visage dans sa mémoire, archivant cette cruauté pour un jugement futur qu'il se jura serait biblique. « J'accepte, » dit Luffy. Sa voix ne trembla pas. C'était la sentence d'un juge déguisé en soumission. Fatima sourit triomphalement, se sentant la reine du marché. « Excellent! Commencez par porter ce fardeau sur la terrasse et nettoyer les bottes de Camilla avant de monter. Elle a marché dans la poussière dehors. » Luffy se baissa pour prendre le fardeau qui avait presque brisé le dos de Kiara. En passant près d'elle, leurs épaules se frôlèrent. Ce fut un contact rapide, imperceptible pour les autres, mais qui envoya un choc à travers l'échine de Kiara. « Ne mangez pas tout ce soir », lui murmura-t-il si bas que seule elle l'entendit, d'un ton qui n'était pas de supplication mais de complicité, tandis qu'il montait les escaliers avec la lourde charge comme si elle était faite d'air. Kiara resta immobile, observant le large dos de cet étranger. Pour la première fois de sa vie, la faim qu'elle ressentait n'était pas de nourriture,
mais de savoir qui, au nom des cieux, était cet homme qui avait accepté d'être un chien juste pour franchir les portes de l'enfer où elle vivait. Vous dessinez comme si vous tentiez de réparer le monde avec des traits de fusain. La voix grave fit sursauter Chiara, faisant glisser le bout de crayon de ses doigts tremblants. Elle était recroquevillée dans le coin le plus sombre de la terrasse, sous la lumière anémique de la lune décroissante, utilisant une boîte en bois renversée comme table. C'était son sanctuaire, le seul endroit où l'odeur de moisi de la boutique et les cris de Fatima ne l'atteignaient pas. Elle tourna son corps, essayant de couvrir les vieux papiers, des verseaux de factures et des emballages de pain avec son propre corps. Luffy se tenait près de la porte, sa silhouette découpée contre le ciel nocturne de Zaya. Il ne portait plus le fardeau de laine, mais sa posture... Chiara fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont cet homme se tenait debout. Il occupait l'espace avec une prestance qui ne correspondait pas à ses vêtements déchirés et à la suie sur son visage. « Ce n'est rien, dit-elle, la voix plus défensive qu'elle ne l'avait voulu. Juste des gribouillis, des choses pour passer le temps avant de dormir. » Luffy fit 2 pas en avant. Le mouvement fut silencieux, prédateur, comme un léopard rôdant sur du velours. Il ignora sa protestation et tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour tirer doucement la feuille de papier qui s'échappait dessous son coude. Chiara tenta de la retenir, mais il fut plus rapide. Luffy leva le papier contre la lumière de la lune. Le silence s'étendit entre eux, lourd et rempli de poussière d'étoiles. « Gribouillis !» répéta-t-il, le ton chargé d'une incrédulité qui frisait l'offense. « Chiara, ce ne sont pas des gribouillis, c'est de la géométrie sacrée. » Il traça les lignes avec son pouce sale. Le dessin montrait un motif de tissage complexe, une danse mathématique de nœuds et de fils qui formaient une histoire visuelle. Ce n'était pas seulement un joli dessin, c'était un projet d'ingénierie textile. La densité des nœuds sur la bordure est calculée pour compenser la tension du fil de soie, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle, ses yeux parcourant les minuscules chiffres qu'elle avait annotés dans les marges. Et ce motif central est l'œil du désert. Personne ne le tisse depuis 50 ans, car les maîtres disent qu'il est impossible d'équilibrer la symétrie sans perdre la fluidité. Il abaissa le papier et la regarda. Pour la première fois, Chiara ne vit pas de pitié dans les yeux de quelqu'un. Elle vit de la reconnaissance, une reconnaissance électrique intense qui lui coupa le souffle. « Ma mère », chuchota Chiara, sentant une honte stupide d'avoir été découverte. « Fatima dit que cela ne sert qu'à allumer le feu. Elle dit qu'une femme qui pense trop finit par avoir des rides avant l'heure. » Le fil laissa échapper un rire court, sec, dénué d'humour. Fatima ne saurait pas différencier un diamant d'un morceau de verre brisé, même si le diamant lui coupait la gorge. Il lui rendit le papier avec une révérence subtile, presque imperceptible. Le sultan paierait le poids de cela en or. L'archipel royal a cherché des tisserands capables de comprendre cette mathématique, et vous la cachez sur une terrasse sale. Chiara reprit le dessin, lissant les bords froissés. Son compliment brûlait plus qu'une insulte. Il était dangereux d'espérer. L'or et les sultans sont très loin d'ici, Luffy. Ici, la monnaie est de savoir combien de sol vous pouvez nettoyer avant que le soleil ne se lève. Elle regarda ses mains calleuses et sales. Et vous devriez dormir. Demain, Hassan vient collecter la dette mensuelle, et Fatima voudra que la boutique brille comme un miroir pour l'apaiser. Hassan. Le nom sortit de la bouche de Luffy comme un goût amer. L'usurier qui se prend pour un banquier. « Parlez plus bas », demanda Chiara, alarmée. « Les murs ici ont des oreilles et des langues venimeuses. » Luffy s'approcha d'un pas. Son odeur était celle de la sueur et du travail, mais il y avait quelque chose, en dessous, une note fantôme de santal qui troublait les sens de Chiara. « Laissez-les parler, » dit-il, la voix baissant à un grondement intime. « Vous n'êtes pas une servante, Chiara. On vous a vêtue de cendres, mais on a oublié d'éteindre le feu qui est en vous. Je vois les dessins.
Je vous vois. Chiara recula, s'appuyant sur le muret froid de la terrasse. Sa proximité était perturbante. Il n'agissait pas comme le chien qu'il avait accepté d'être quelques heures plus tôt. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la question s'échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. « Vous parlez comme un érudit, portez des poids comme un âne de bas, et me regardez comme si... » « Comme si, l'incita-t-il. « Comme si je n'étais pas invisible. » Luffy soutint son regard pendant un long moment. Il y avait des secrets dans ses yeux sombres, des océans de choses non dites qu'il réprimait avec une force de volonté titanesque. « Oh, je ne suis qu'un homme qui sait reconnaître la valeur là où les autres voient des ordures, » répondit-il énigmatique. « Et j'ai apporté quelque chose pour vous. » Il enfonça la main dans les plis de sa tunique déchirée et en tira un petit objet enveloppé dans des chiffons sales de jute. Il le lui tendit. Chiara hésita. « Si c'est de la nourriture, mangez-la. J'ai vu comment vous avez regardé le pain sec qu'on m'a donné aujourd'hui. Ce n'est pas de la nourriture, c'est quelque chose pour l'âme, pas pour l'estomac. » Chiara prit l'emballage. Le tissu était rêche, taché d'huile et de graisse. Avec des doigts précautionneux, elle déroula les couches de saleté. À l'intérieur, brillant sous la lumière de la lune, se trouvait un minuscule flacon, pas plus grand que son pouce, fait de cristal taillé, qui capturait le peu de lumière existante et la multipliait. Le liquide à l'intérieur était épais, sombre, comme du miel vieilli. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, émerveillée par le contraste entre l'emballage grotesque et l'objet précieux. « De l'huile d'oud royale, » dit Luffy, la voix rauque. « On dit qu'une goutte suffit à faire d'un mendiant un roi. Je l'ai trouvé sur mes chemins. Le couvercle est ébréché, c'est pourquoi ils l'ont jeté, mais le contenu reste pur. » Chiara savait ce que c'était. C'était une légende. L'oud vieilli était plus cher que l'or. Les femmes de la haute société de Zaya tueraient pour ce flacon. Je ne peux pas accepter. Elle tenta de le lui rendre, les mains tremblantes. Si Fatima voit ça, cachez-le, la coupa-t-il fermement. Utilisez-le quand l'odeur de moisi de cette maison menacera d'étouffer qui vous êtes. Utilisez-le pour vous rappeler qu'il existe de la beauté dans le monde, même si elle est déguisée en haillons. C'est à vous, Chiara, par droit, pas par charité. Avant qu'elle ne puisse répondre, des voix stridentes montèrent l'escalier, des rires aigus et le bruit de claquettes en bois frappant la pierre. J'ai dit que j'entendais des voix ici en haut. La voix de Camilla était reconnaissable, éraillée et gâtée. Luffy recula instantanément dans l'ombre, adoptant une posture courbée et soumise, une transformation si rapide qu'elle parut magique. La porte de la terrasse s'ouvrit avec fracas. Camilla et Alicia entrèrent, tenant des lanternes à huile, leurs visages tordus en masque de suspicion et d'ennui. « Regarde un peu, Alicia », se moqua Camilla, levant la lanterne. « La petite rate et le bâtard qui conspirent dans le noir. » Alicia, toujours l'ombre zélée de sa sœur, rit en se couvrant la bouche. « Maman va adorer savoir qu'au lieu de se reposer pour nettoyer ses bottes de main, le nouvel esclave est ici en haut à flirter avec la servante. » Chiara tenta de cacher le flacon dans la paume de sa main, la portant derrière son dos, mais le mouvement fut trop brusque. Les yeux de Camilla, entraînés à détecter tout ce qui ne lui appartenait pas, se fixèrent sur la main fermée de Chiara. « Qu'est-ce que tu as là ?» Camilla avança, la soie de sa robe bruissant comme le sifflement d'un serpent. « Rien, » dit Chiara reculant. « Menteuse !» Camilla saisit le poignet de Chiara avec une force surprenante. Ses ongles longs et peints s'enfoncèrent dans la peau fine. « Ouvre ta main, tu as volé quelque chose à la boutique? C'est un des bijoux de maman ?»« Non, lâchez-moi !» Luffy fit un pas en avant, les poings serrés le long du corps, la mâchoire contractée. La tension émanait de lui comme la chaleur d'une fournaise. Il était à 1 seconde de briser son déguisement, à 1 seconde d'oublier le plan et de briser le bras de Camilla. Mais Chiara, voyant le danger dans ses yeux, ouvrit la main. Le petit flacon de cristal scintilla. Camilla l'arracha d'une secousse violente. Du verre. Elle le leva contre la lanterne. « Ça ressemble à de vieilles ordures. Où as-tu trouvé ça? Volé à un client aveugle ?» Elle déboucha le flacon. L'odeur monta immédiatement.
Ce n'était pas juste un parfum, c'était une présence, des notes profondes de bois d'agar, de fumée douce, d'épices anciennes et de cuir noble. C'était l'odeur du pouvoir absolu. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent, puis se plissèrent d'une pure malice. Alicia s'approcha, reniflant l'air comme un animal affamé. « C'est de l'oud, » murmura Alicia. « Du oud pur. Camilla, ça vaut plus que toutes nos dots réunies. » Chiara sentit son estomac se nouer. « S'il vous plaît, rendez-le. C'était un cadeau. » « Un cadeau ?» Camilla éclata de rire hystérique. « Qui donnerait une chose pareille à une créature comme toi? Tu dois l'avoir volée. Et si c'est volé, c'est une preuve de crime. »« Ce n'est pas volé !» cria Chiara, oubliant la prudence. Camilla regarda le flacon, puis Chiara et enfin Luffy qui tremblait de rage contenue dans l'ombre. Elle perçut quelque chose là, une connexion, une beauté privée qu'elle ne pouvait comprendre et par conséquent qu'elle devait détruire. L'envie tordit son joli visage en quelque chose de laid. Personne dans cette maison ne peut sentir comme une reine si elle dort dans les cendres, siffla Camilla, et d'un mouvement délibéré et cruel, elle leva le bras et lança le flacon de toutes ses forces contre le sol de pierre de la terrasse. Le son du cristal se brisant fut aigu, définitif, comme un os cassant. Chiara laissa échapper un cri étouffé, tombant à genoux pour essayer de sauver ce qui restait, mais il était trop tard. Le liquide précieux, doré et épais, se répandit sur les pierres froides, se mêlant à la poussière. Instantanément, la terrasse fut inondée. L'arôme était écrasant. L'odeur de la royauté, de l'opulence divine, imprégna l'air nocturne, couvrant la puanteur de la ville basse, couvrant la méchanceté des sœurs, couvrant la pauvreté même de l'endroit. C'était une ironie brutale. L'endroit n'avait jamais senti aussi bon et jamais la situation n'avait été aussi triste. « Allons, Alicia, » dit Camilla, s'essuyant les mains sur sa robe comme si elle avait touché à la maladie. « L'odeur est trop forte, ça me donne mal à la tête. Et toi ?» Elle donna un coup de pied à la jambe de Chiara, qui sanglotait silencieusement sur la tache parfumée. « Nettoie ce désordre, s'il reste un éclat de verre demain, tu l'avales. » Les sœurs descendirent les escaliers en riant, laissant derrière elles l'écho de leur cruauté. Chiara resta agenouillée, les larmes coulant sur l'huile renversée. Elle toucha le liquide du bout des doigts et le porta à son nez, inhalant profondément. Essayant de sauver la mémoire de ce qui lui avait été volé, une ombre tomba sur elle. Luffy s'agenouilla à ses côtés. Il ne dit rien, il n'y avait pas de mots pour réparer cela. Mais l'énergie qui émanait de lui avait changé. La soumission feinte s'était évaporée, laissant place à une froideur glaciale. Il tendit la main et toucha l'épaule de Chiara. Ce n'était pas un contact de réconfort, mais de promesse. « Elles ont brisé le verre, dit-il. La voix si basse et terrifiante qu'elle semblait venir du sous-sol. Mais maintenant l'odeur est dans la pierre. Elles ne pourront plus jamais monter ici sans sentir ce qu'elles ont détruit. Elles ont marqué leur propre maison avec la preuve de leur crime. » Chiara leva le visage, ses yeux rouges, rencontrant les siens. « Pourquoi font-elles ça? Pourquoi tant de colère ?» Luffy essuya une larme de sa joue avec son pouce rugueux. Le toucher fut d'une délicatesse dévastatrice. Parce que l'obscurité est la lumière qu'elle n'éclaire pas, et elles savent, au fond de ces âmes vides, que tout l'or du monde n'achèterait pas l'élégance que vous avez quand vous respirez simplement. Il se leva, regardant la porte par où les sœurs étaient sorties. Ses yeux noirs brillaient avec la froideur d'une lame fraîchement aiguisée. À ce moment-là, sur la terrasse parfumée de l'arôme de 1000 dinars, l'homme appelé Luffy mourut un peu, et l'homme appelé Zafir commença à s'éveiller. Le jugement ne serait plus seulement biblique, il serait chirurgical. « Levez-vous » ordonna-t-il doucement. « Demain le soleil se lèvera, et je jure par les cieux au-dessus de nous qu'un jour vous vous baignerez dans cela et elles se noieront dans leur propre envie. » Chiara se leva, sentant l'oud et la tristesse. Et pour la première fois, elle se permit de croire à la fureur silencieuse de cet étranger. Le pacte était scellé, non avec du sang, mais avec du parfum renversé. 300 000. Pensez-vous que je suis une banque de charité, Fatima,
Ou pensez-vous que la graisse qui me couvre les yeux m'empêche de voir que cette boutique tombe en ruine? La voix d'Hassan était comme le son d'os brisé, grave, humide et terriblement final. Il remplissait l'entrée de la boutique de tapis, non seulement par son embonpoint excessif, mais par une aura de violence contenue qui raréfiait l'air. Il sentait le sang séché, les épices bon marché et la sueur aigre, un contraste nauséabond avec l'arôme résiduel et fantomatique de l'oud royale sur la terrasse au-dessus. Fatima recula d'un pas, les mains tremblantes, lissant le tissu de sa propre robe, tentant de composer une dignité qui s'était déjà évaporée des mois auparavant. Derrière elle, Camilla et Alicia se recroquevillaient contre les piles de tapis persans, comme des oiseaux tropicaux, percevant l'approche d'une tempête. L'éclat cruel qu'elles affichaient quelques minutes auparavant contre Kiara avait disparu, remplacé par la terreur primaire de celle qui sait qu'elle est une proie. « Hassan, mon cher ami, » commença Fatima, la voix défaillante pour atteindre le ton séducteur qu'elle visait. « L'expédition de soie de Damas a été retardée. C'est une question de jours, une semaine, peut-être 2, et vous aurez vos 300 000 pièces. » L'homme rit. Ce n'était pas un rire de joie, mais un halètement humide qui exposa des dents tachées et une dent en or grossièrement incrustée. Il entra dans la boutique, ses bottes lourdes, laissant des marques de boue sur le sol que Kiara passerait la journée suivante à polir. Il passa son doigt épais sur une lampe en bronze, inspectant la poussière inexistante. « Des jours, » murmura-t-il, se retournant brusquement. « Je vous ai donné des mois, Fatima. Je vous ai fait crédit quand personne sur ce marché n'aurait accepté votre nom, même pas pour emballer du poisson. Le temps de l'argent est révolu. Aujourd'hui, je suis venu chercher de la chair. » Dans le coin sombre de la boutique où les ombres s'accumulaient, Luffy s'arrêta. Il tenait un fardeau de laine brute sur son épaule, les muscles de son bras tendus sous sa tunique sale. Ses yeux, noirs comme le fond d'un puits, se fixèrent sur la nuque d'Hassan. Son immobilité n'était pas de la soumission, c'était l'immobilité d'une vipère, quelques secondes avant l'attaque. Kiara, qui était accroupie, arrangeant des fils de soie teint, sentit le changement de pression dans l'air. Elle regarda Luffy et vit sa main se fermer en poing, les veines saillantes comme des cordes d'acier. « Non !» supplia-t-elle mentalement. « Ne faites rien, il va vous tuer !» Hassan ignora le serviteur sale. Ses yeux parcoururent la boutique et se posèrent sur les sœurs. Camilla laissa échapper un gloussement étouffé lorsque le regard du créancier l'évalua de haut en bas, s'attardant sur son cou et ses hanches, comme s'il choisissait une génisse au marché aux bestiaux. « Jolie !» grogna Hassan, passant sa langue sur ses lèvres. « Vide, j'imagine, mais décorative. Une jeune épouse pourrait réduire une partie de la dette, peut-être la moitié. Le reste, vous le paierez en travaillant jusqu'à la mort. » Fatima pâlit. Mais l'instinct de survie d'une mère qui voit ses enfants comme des extensions de son propre ego parla plus fort. Elle se plaça devant Camilla et Alicia, non par pur amour maternel, mais par calcul d'investissement. « Pas elle, Hassan !» mais cria-t-elle, la voix stridente. « Camilla est promise au fils du marchand de bijoux. Alicia a des talents artistiques qui apporteront la fortune. Elles sont trop délicates pour votre maison. Vous avez besoin de quelqu'un de fort, quelqu'un qui puisse supporter le poids de votre grandeur. » L'homme plissa les yeux, sa patience s'épuisant. Il fit un pas en avant et sa main lourde se posa sur l'épaule de Fatima, serrant jusqu'à ce qu'elle gémisse. « Je ne suis pas ici pour négocier des dots imaginaires, femme. Je veux ce qui m'appartient. Ou j'en emporte une maintenant, ou mes hommes brûlent tout avec vous à l'intérieur. » C'est alors que le regard de Fatima balaya la pièce paniquée jusqu'à trouver Kiara. La jeune femme se tenait près d'une colonne, tenant un panier en osier contre sa poitrine, comme un bouclier. Le regard de la belle-mère changea. La peur céda la place à une résolution froide et calculatrice. C'était l'arithmétique de la cruauté, sacrifier la pièce défectueuse pour sauver le stock de luxe. « Prenez-la, » dit Fatima, la voix soudainement ferme.
pointant un doigt tremblant vers Kiara. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Même la poussière semblait avoir cessé de danser dans les faisceaux de lumière. Hassan tourna lentement la tête, les yeux plissés se concentrant sur la silhouette élancée, couverte de suie et de vêtements amples. La servante se moqua Hassan, mais il y avait de la curiosité dans sa voix. Elle ressemble à un rat d'égout. Qu'est-ce que j'en ferais? Fatima avança, saisissant le bras de Kiara et la traînant à la lumière, arrachant le foulard qui couvrait ses cheveux. Regardez-la, Hassan. Regardez ses os. Regardez sa résistance. Fatima parlait vite, comme un vendeur désespéré, liquidant des marchandises avariées. Les autres pleurent si elles se cassent un ongle. Celle-ci, elle porte le poids de cette boutique sur son dos depuis 10 ans. Elle cuisine, elle nettoie, elle ne se plaint pas. Vous ne voulez pas une poupée de porcelaine qui se cassera la première nuit. Vous voulez une femme qui serve, et si vous la prenez, la dette sera entièrement remboursée. Kiara sentit le monde tourner. Elle regarda sa belle-mère, cherchant une trace d'humanité, une hésitation. Elle ne trouva rien d'autre que du soulagement. Elle était vendue, non comme une mariée, mais comme paiement d'une facture échue. Hassan s'approcha. Son odeur la frappa comme un coup de poing physique. Il tendit sa main calleuse et saisit le menton de Kiara, tournant son visage d'un côté à l'autre avec brutalité. « Elle a des yeux provocateurs », observa-t-il, la voix baissant à un grognement satisfait. « J'aime casser les choses résistantes, ça fait moins de bruit après. Lâchez-la !» L'ordre ne fut pas crié, il fut prononcé d'un ton bas, guttural, qui semblait venir des profondeurs de la terre. Tous se retournèrent. Luffy avait lâché le fardeau de laine. Il était au milieu du salon, la posture droite, le menton relevé. Le masque de serviteur ingénu était tombé complètement. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une promesse de violence si pure et concentrée qu'elle fit les gardes d'Hassan, qui attendaient à la porte, porter leurs mains aux poignets de leurs épées. Hassan lâcha Kiara et se tourna lentement vers l'homme sale. « Qu'est-ce que le chien a dit ?» demanda le créancier incrédule. Luffy fit un pas en avant, l'énergie autour de lui crépitait. « J'ai dit de la lâcher, elle n'est pas une marchandise. Si vous la touchez à nouveau, vous découvrirez que tout l'or que vous volez ne suffira pas à payer le chirurgien qui tentera de reconstituer votre visage. » Fatima laissa échapper un cri d'horreur. « Taisez-vous, espèce d'imbécile, vous allez nous tuer. » Hassan rit, mais le rire s'éteignit vite. Il fit un signe brusque de la tête aux 2 gardes à l'entrée. « Cassez-lui les jambes et ensuite coupez-lui la langue. Je n'aime pas les chiens qui aboient quand les maîtres discutent. » Les gardes avancèrent en sortant des bâtons de bois ferrés. Kiara vit l'éclat dans les yeux de Luffy. Elle vit la façon dont il tourna légèrement le pied, se préparant au combat. Elle vit quelque chose que personne d'autre ne vit. Il n'avait pas peur, il était impatient, il allait se battre, il allait tuer ses hommes. Et puis, l'armée du sultan viendrait et il serait exécuté comme un assassin ordinaire dans les rues. L'homme qui lui avait donné le parfum, le seul qui avait vu de la valeur dans son âme, mourrait à cause d'elle. L'amour, parfois, exige que l'on se brise l'échine. Avant que le premier coup ne puisse être porté, Kiara se jeta entre Luffy et les gardes. Elle ouvrit les bras, créant une fragile barrière. « Arrêtez !» cria-t-elle, se tournant vers Hassan. « J'accepte. » Le temps se figea de nouveau. Luffy s'arrêta net, les yeux écarquillés, la fureur suspendue dans l'air. « Kiara !» Sa voix se brisa, chargée d'une douleur soudaine. Elle se tourna vers lui, ignorant les gardes, ignorant sa belle-mère, ignorant le monstre qui l'avait acheté. Elle posa ses mains sur la poitrine de Luffy, le poussant doucement en arrière. Le tissu de sa tunique était chaud dessous. Son cœur battait à un rythme furieux, désaccordé. « Non !» murmura-t-elle, rapide et urgente, regardant profondément dans ses yeux noirs qui cachaient trop de secrets. « Ne faites pas ça, ils sont trop nombreux. Vous n'êtes qu'un porteur. Ils vont vous tuer et jeter votre corps dans le fleuve. Et je ne supporterai pas de voir le seul endroit où il y a de la lumière dans ce monde s'éteindre. » « Vous ne savez pas qui je suis, » commença Luffy, les dents serrées, la voix rauque de frustration.
Il semblait sur le point d'exploser, de tout révéler, de crier son vrai nom aux cieux. « Je sais qui vous êtes », l'interrompit-elle avec une douceur dévastatrice. Les larmes coulèrent enfin, lavant la suie de ses joues. « Vous êtes l'homme qui m'a apporté les étoiles dans un flacon de verre, et cela suffit. » Elle se mit sur la pointe des pieds, et, dans un geste d'audace impensable pour une servante devant des étrangers, l'embrassa sur le front. Ce ne fut pas un baiser romantique, ce fut un saut de protection, un adieu. « Vivez, Luffy », murmura-t-elle contre sa peau, sentant l'odeur de la sueur et de ce mystère indescriptible qu'il portait. « S'il vous plaît, vivez simplement. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse la saisir, se tourna vers Hassan, séchant ses larmes du revers de ses mains calleuses. Sa posture changea, la fille effrayée disparut, laissant place à quelque chose de froid et de royal forgé dans la douleur. « Allons, » dit-elle au boucher, sans se retourner. « Le contrat est scellé, emportez-moi dans votre enfer, mais quittez cet endroit maintenant. » Hassan sourit victorieusement et fit un geste aux gardes pour qu'ils baissent leurs armes. Une femme sensée, rare. Il saisit le bras de Kiara avec une force possessive et la tira vers la sortie ensoleillée et cruelle du marché. Fatima laissa échapper un soupir audible de soulagement, s'effondrant sur une chaise, tandis que les sœurs riaient nerveusement. La crise évitée au détriment d'une autre vie. Luffy resta immobile au centre de la boutique. Il ne bougea pas pendant que la suite d'Hassan disparaissait dans la foule bruyante à l'extérieur. Il ne bougea pas quand Fatima commença à crier des ordres pour qu'il se remette au travail. Il regarda ses propres mains. Elles tremblaient, non de peur mais de la retenue d'une force titanesque. Lentement, il marcha jusqu'à l'endroit où Kiara s'était tenue quelques secondes auparavant. Le sol semblait encore garder la chaleur de ses pieds. Il regarda Fatima, qui comptait maintenant des pièces de monnaie, soulagée, et les sœurs qui recommençaient à essayer des soies comme si rien ne s'était passé. La vision de cette indifférence brisa la dernière chaîne qui liait l'homme appelé Luffy à la réalité. Il se dirigea vers la porte de derrière, pénétrant dans la pénombre de l'entrepôt. Là, loin des regards, il porta la main à son cou et arracha le collier de cuir brut qu'il portait. Sous le cuir se trouvait un anneau lourd avec un cachet d'or noir et de rubis. Le blason royal. Il passa l'anneau à son doigt. Le métal froid sembla brûler sa peau, le reconnectant à un destin qu'il avait tenté d'éviter pour comprendre le cœur de son peuple. Il avait cherché la vérité, et la vérité était amère. La justice ne jaillissait pas de la bonté des hommes. Elle devait être imposée par l'épée des rois. Il respira profondément et l'air vicié de l'entrepôt sembla s'élargir. Quand il leva le visage, les yeux du porteur avaient disparu. Ce qui restait là était le regard impitoyable de Zafir al-Din, le lion du désert. Il sortit par la porte de derrière, non comme un serviteur en fuite, mais comme un général allant à la guerre. Le soleil dehors n'éclairait plus un marché, il éclairait un champ de bataille, et il allait tout brûler pour la ramener. Signez vite, jeune fille. Le soleil fait fondre ma patience, et l'encre de ce stylo coûte plus cher que votre dot. La voix d'Hassan était un grognement humide, chargé de l'odeur d'agneau rance et de tabac bon marché. Il poussa le parchemin jauni sur la table improvisée au centre de la cour publique, une planche équilibrée sur 2 tonneaux d'huile vide. Autour d'eux, le marché s'était arrêté, non par respect, mais par la curiosité morbide des hommes face à un sacrifice. Kiara serra la plume, ses doigts étaient blancs, le sang drainé par la force avec laquelle elle serrait le bois. Elle sentit une douleur aiguë dans les côtes. Fatima était juste derrière, enfonçant ses ongles dans son dos à travers le tissu fin de la robe de mariée improvisée. Un vieux rideau de dentelle que Camilla et Alicia avaient jeté des années auparavant. « Ne nous faites pas honte maintenant !» siffla la mère d'un serpent dans l'oreille de sa fille. « Souriez, remerciez, il sauve le toit au-dessus de nos têtes. » Kiara leva les yeux. Elle vit Camilla et Alicia s'éventant avec des éventails de soie, les visages tordus dans un mélange d'ennui et de triomphe. Pour elle, ce n'était pas une tragédie, c'était un nettoyage de stock. Elle vit le juge de paix,
un homme petit et en sueur qui regardait fixement la bourse de pièces à la ceinture d'Hassan, indifférent au destin de la femme devant lui. Le monde semblait avoir perdu ses couleurs, l'ocre des murs, le bleu du ciel, l'éclat des pots de cuivre, tout était gris. Kiara chercha dans la foule, chercha les yeux bruns et doux du seul homme qui l'avait vu comme autre chose qu'une marchandise défectueuse. Mais Luffy n'était pas là. Il devait être à l'entrepôt, ou peut-être s'était-il déjà enfui, effrayé par la violence de ce monde qui engloutissait les faibles. Elle ne le blâmait pas. Elle voulait juste qu'il se souvienne d'elle comme de la jeune fille qui dessinait des étoiles sur la terrasse, et non comme de l'épouse du boucher. Allons. Hassan frappa sa main charnue sur la table, faisant trembler l'encrier. J'ai de la viande à saler avant midi. Kiara abaissa la plume vers le papier. La pointe métallique toucha la fibre. C'était la fin, une signature, et son âme serait enfermée dans une cage de graisse et de cris. Je m'y oppose. La voix ne fut pas un cri, ce fut quelque chose de bien plus dangereux. Un commandement calme, prononcé d'un ton bas, mais avec une résonance qui coupa le brouhaha du marché, comme une lame d'acier valyrien à travers la soie. La plume s'arrêta. Hassan leva la tête, les petits yeux mi-clos contre le soleil. La foule s'ouvrit, non par révérence, mais par dégoût et confusion. Au bout du couloir, formé par les corps en sueur, se tenait Luffy. Il portait toujours la tunique de lin épais, tachée de poussière et de suie de l'entrepôt. Son turban était défait, pendant sur son épaule, mais il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans l'image. Sa posture n'était pas celle d'un serviteur. Ses épaules étaient carrées, le menton relevé à un angle qui défiait la gravité et la logique. Il marchait au centre de la cour à grandes enjambées prédatrices. Et là où ses pieds touchaient le sol, la poussière semblait se déposer par respect. Le rat est sorti de l'égout, se moqua Hassan, montrant ses dents jaunies dans un sourire tordu. Venu demander les restes du festin, porteur. Fatima fit un pas en avant, le visage rouge d'indignation sociale. Luffy, ingrat misérable, retournez à l'entrepôt avant que je ne vous fasse fouetter le dos jusqu'à ce que la chair vive apparaisse. Comment osez-vous interrompre les affaires de vos supérieurs? L'homme qu'on appelait Luffy ne s'arrêta pas. Il continua d'avancer, les yeux fixés non pas sur Fatima, non pas sur Hassan, mais sur Kiara. Il y avait une tempête dans ses yeux bruns, une fureur contenue qui fit vibrer l'air autour de Kiara. « La loi du désert est claire, dit-il, sa voix gagnant en volume à mesure qu'il s'approchait. Aucune union n'est valide sous la contrainte. Aucune dette ne peut être payée avec de la chair humaine sans le consentement de l'âme. » Hassan laissa échapper un rire qui fit trembler son ventre. Il fit un signe paresseux de la main à ses deux gardes personnels, des brutes armés de bâtons de chêne renforcés de fer. « Écoutez l'avocat des mendiants !» cria Hassan à la foule, cherchant des applaudissements. « Cassez-lui les jambes, puis jetez ce qu'il en restera dans l'allée des chiens. » Kiara lâcha la plume. La panique explosa dans sa poitrine, chaude et suffocante. « Non !» cria-t-elle en essayant de courir, mais Fatima la retint par le bras avec une force féroce. « Luffy, courez, s'il vous plaît, partez !» Le premier garde avança, faisant tournoyer son bâton dans un arc descendant brutal, visant le crâne du porteur. La foule retint son souffle, attendant le son humide d'os se brisant, mais le son ne vint jamais. Luffy ne recula pas. Il ne se recroquevilla pas. D'un mouvement fluide, presque trop rapide pour l'œil humain, il leva son avant-bras gauche et bloqua le coup. Le son du bois contre la chair fut sec, mais son bras ne trembla même pas. Avant que le garde ne puisse assimiler le choc d'avoir son cou arrêté par un serviteur, Luffy pivota. Sa main droite jaillit, saisissant la gorge de l'homme et le soulevant du sol avec une force terrible. Il projeta le corps de 100 kilos contre les étals de fruits, comme s'il s'agissait d'un sac de paille. Le second garde hésita, la peur remplaçant la bravade dans ses yeux. Luffy le fixa simplement. Ce fut un regard si chargé d'autorité létale que l'homme lâcha son bâton et recula de 2 pas, les mains tremblantes levées en signe de reddition.
Le silence qui tomba sur le marché fut absolu. Même les mouches semblaient avoir cessé de bourdonner. Hassan perdit son sourire. Il tira une dague courbe de sa ceinture, la sueur maintenant froide sur son front. « Qui êtes-vous » balbutia le boucher, la voix défaillante. « Vous êtes un démon. » Luffy s'arrêta devant la table du contrat. Il regarda le document, puis Fatima, qui était pâle comme un drap, et enfin Kiara. Il tendit la main et toucha légèrement son visage. Ses doigts étaient rugueux, mais le toucher fut d'une délicatesse dévastatrice. « Pardonnez-moi, » lui murmura-t-il. Et pour la première fois, le masque de fureur céda la place à une douleur profonde. « Je voulais vous donner le choix, je voulais que vous aimiez l'homme, pas le titre, mais ils ne m'ont laissé d'autre option que d'utiliser l'épée. » Il se tourna vers Hassan. D'un mouvement lent et délibéré, Luffy porta la main au sommet de sa tête et arracha le turban sale qui couvrait ses cheveux et une partie de son visage. Des cheveux noirs et brillants tombèrent sur ses épaules. Il essuya la suie de sa joue du revers de la main, révélant une cicatrice fine sous l'œil gauche, une marque célèbre chantée en vers dans tout le royaume. Puis il leva sa main droite au-dessus de sa tête. À l'index, l'anneau à cachet brillait sous le soleil de midi. Le rubis central semblait un œil de sang entouré de l'or noir de la dynastie Aldine. Il claqua des doigts. Le son fut sec, net. Toum, toum, toum. Le sol commença à trembler. Ce n'était pas un tremblement de terre, c'était une marche. Des quatre entrées du marché, des ombres noires surgirent, des hommes vêtus d'armures de cuir noir et de capes dorées, les visages couverts de voiles de mailles d'acier. La garde immortelle, l'élite des élites, qui ne répondait qu'à un seul homme sur tout le continent. Ils inondèrent la cour comme une marée de pétrole et d'or, bousculant la foule, renversant les étals, formant un cercle impénétrable autour du centre. Hassan laissa tomber sa dague. Le bruit du métal frappant la pierre fut le seul bruit dans le monde. 50 épées furent dégainées à l'unisson. Le son métallique aigu fut une symphonie de mort annoncée, mais ils n'attaquèrent pas. Comme un seul organisme, les 50 soldats de la garde immortelle pivotèrent sur leurs talons, se plaçant dos à Luffy et face à la foule, formant une muraille humaine de protection. Et puis, d'un mouvement qui fit s'arrêter le cœur de Fatima, tous plièrent le genou droit, les têtes basses, les épées pointées vers le sol en soumission absolue. Le capitaine de la garde, un géant aux cicatrices de guerre, cria sans se retourner « Le Sud s'incline devant le lion, longue vie au prince Zafir !» La foule laissa échapper un soupir collectif, un son de choc qui balaya le marché comme un vent. Les gens commencèrent à tomber à genoux, un par un comme des dominos, les fronts touchant la poussière immonde. Fatima chancela, se retenant à Camilla pour ne pas s'évanouir. Alicia avait la bouche ouverte dans un « oh » parfait et stupide. Le juge de paix était déjà prostré au sol, tremblant violemment. Hassan était seul, debout, entouré d'acier et de légendes. Il regarda le porteur, le mendiant, et vit la mort dans ses yeux. Ses genoux cédèrent, et il tomba lourdement, urinant dans son pantalon de soie. Zafir al-Din, héritier du trône du sable, commandant des vents du sud, ignora tout le monde. Il se tourna vers Kiara. Elle était la seule personne encore debout, à part lui. Elle le regardait non pas avec adoration, mais avec un choc paralysant, essayant de concilier l'image de l'homme qui portait des fardeaux de laine avec le dieu de la guerre devant elle. Il prit le contrat de mariage de la table. D'un mouvement brusque, il déchira le parchemin en 2, puis en 4, puis en 8, laissant les morceaux tomber comme de la neige sale sur les tonneaux. « La dette est payée », déclara Zafir, sa voix désormais projetée pour que chaque âme du marché l'entende. Car tout ce que Hassan possède appartient maintenant à la couronne, pour crime de trahison et d'extorsion. Il tendit la main à Kiara. La même main que quelques minutes auparavant elle avait vue sale de graisse, affichait maintenant l'anneau qui pourrait acheter des villes entières. « Je vous l'ai dit sur la terrasse », lui parla-t-il doucement, ignorant l'armée autour, « que votre esprit valait son pesant d'or. J'ai menti. » Kiara regarda la main tendue, puis ses yeux. Elle y vit de la peur. Peur qu'elle le rejette.
peur que le pouvoir ait détruit la connexion pure qu'ils avaient construite dans la saleté. « Vous avez menti ?» Sa voix était un fil tremblant. « Oui. » Zafir fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, la revendiquant devant le monde. « Elle vaut le royaume entier, et je compte passer le reste de mes jours à vous payer cette dette. » Il attendit. L'homme le plus puissant du désert retint son souffle, attendant le jugement de la fille d'une tisserande. Kiara regarda Fatima recroquevillée sur le sol, regarda les sœurs terrorisées, regarda le document déchiré et puis regarda l'anneau. Elle ne prit pas sa main comme une servante prendrait celle d'un maître. Elle entrelaça ses doigts dans les siens, paume contre paume, dans une étreinte d'égo. « Vous aurez beaucoup de travail, mon prince, dit-elle, et un sourire, le premier sourire véritable depuis des années, illumina son visage, éclipsant l'éclat des épées autour, à commencer par m'expliquer pourquoi le futur sultan sent le fumier de chameau. » Zafir rit. Ce fut un son fort, libérateur, qui brisa la tension mortelle de la cour. Il tira sa main et la porta à ses lèvres, embrassant les jointures de ses doigts calleux par le travail forcé. « Rentrons à la maison, Kiara, » dit-il, se tournant vers la foule agenouillée. « Nous avons un royaume à redessiner. Ah, Majesté, ô Majesté, pitié d'une mère folle, nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir ?» La voix de Fatima était un cri strident qui déchirait le silence assourdi du grand souk. La femme, qui quelques minutes auparavant négociait sa propre fille comme un tapis usé, se traînait maintenant à genoux, ignorant les pierres chaudes qui brûlaient sa peau à travers le tissu fin. Elle tenta de saisir l'ourlet de la cape de Zafir, mais deux gardes de l'élite royale interceptèrent le mouvement d'un coup sec de leur lance sur le sol, créant une barrière d'acier infranchissable. Camilla et Alicia, les sœurs qui flottaient toujours sur le marché comme des pans parés, étaient paralysées derrière leur mère. Leur maquillage, autrefois impeccable, commençait à fondre sous le soleil implacable et la sueur froide de la terreur, transformant leur visage en masques grotesques de clowns tristes. Elle regardait Kiara, non plus avec dédain, mais comme si elle voyait un fantôme vengeur surgir d'une fosse commune. Zafir ne baissa pas les yeux, ses yeux de la couleur des tempêtes du désert restaient fixés sur l'horizon, comme si la vue de cette femme rampante était indigne de son attention. Il garda la main de Kiara serrée dans la sienne, un lien incassable de chaleur et de promesse. Pitié? La voix de Zafir était calme, dangereusement basse, obligeant la foule à retenir son souffle pour écouter. « Curieux, j'ai passé 3 lunes à dormir dans l'entrepôt de grains de votre boutique, Fatima. Je vous ai entendu demander pitié aux dieux pour de plus grands profits, pour des soies plus fines, pour des maris riches, pour vos autres filles. Mais jamais, pas une seule fois, je ne vous ai entendu demander pitié pour Kiara. » Fatima laissa échapper un soupir dramatique et pathétique. C'était pour la durcir, pour la préparer au monde cruel. C'était de l'amour de mère, Majesté, de l'amour sévère. « Kiara, ma chère fille, dites-lui, dites que nous sommes de votre sang. » Kiara sentit la prise de Zafir se relâcher légèrement, lui donnant la liberté de lâcher sa main, si elle le voulait, ou de la serrer plus fort. Il lui offrait la scène, le pouvoir de décision. Elle fit un pas en avant. Le son de ses sandales usées sur le pavé résonna plus fort que le cliquetis des armures. Elle regarda sa mère. Pendant des années, cette femme avait été une géante, une montagne infranchissable de cruauté et de critique. Maintenant, vue d'en haut, Fatima semblait petite, une créature recroquevillée, faite d'ambition vide et de peur. « Sang !» répéta Kiara, le mot sortant avec un goût métallique. Elle regarda les sœurs. Quand je me suis cassé le doigt au métier à tisser l'année dernière, Camilla a ri et a dit que je tissais lentement. Quand la fièvre m'a prise cet hiver, Alia s'est plainte que ma toux l'empêchait de dormir. Elle reporta son regard sur sa mère. « Et vous, ma mère, vous m'avez vendu pour une dette que vos fêtes ont créée. »« Kiara, s'il vous plaît, » murmura Camilla, les mains tremblantes tendues. « Non, » dit Kiara. Ce ne fut pas un cri, ce fut une sentence simple, solide, comme un rocher. « Je n'ai pas votre sang. »
Mon sang est fait d'encre, de laine et de l'huile des machines qui maintenaient le toit au-dessus de vos têtes. Vous n'êtes pas ma famille, vous n'êtes que des gens que j'ai connus. » Zafir hocha la tête. Un mouvement imperceptible pour la foule, mais un ordre clair pour ses généraux. Il se tourna vers Hassan, l'usurier, qui était tenu par 3 gardes, le visage pressé contre un tonneau d'épices. « Hassan bin Sadir, » intima Zafir. « La couronne prend en charge la dette de la famille Samira, et en tant que nouveau créancier, je déclare que les intérêts abusifs que vous avez perçus pendant une décennie constituent un vol aux coffres royaux. Votre propriété est confisquée, vos titres révoqués. Vous aimez compter les pièces dans l'ombre. Vous aurez tout le temps de compter les pierres dans les mines de sel du Nord. Emportez-le. » Les cris de protestation d'Hassan furent étouffés tandis qu'il était traîné, ses pieds laissant des traces dans la poussière, disparaissant dans l'obscurité d'un fourgon de prison. La justice du désert était rapide. Alors le silence tomba de nouveau, lourd et expectant. Restèrent les femmes. Zafir regarda la boutique de tapis derrière elle. La façade était belle, mais il savait, mieux que quiconque, que les fondations étaient pourries. « Cette boutique est maintenant propriété royale, » décréta-t-il. « Mais un établissement a besoin d'employés. » Un éclat d'espoir s'alluma dans les yeux de Fatima. Peut-être pourrait-elle gérer, peut-être pourrait-elle maintenir les apparences. « Le palais a besoin de tapis, » continua Zafir, sa voix dénuée d'émotion. « Et les tapis doivent être fabriqués. Kiara ne sera plus là pour dessiner les motifs qui garantissaient votre profit. Elle a un royaume à aider à gouverner, ce qui nous laisse avec un problème de main-d'œuvre. » Il gesticula vers l'intérieur sombre et poussiéreux de la boutique. « Le sol doit être balayé. La laine brute doit être lavée, cardée, effilée. Les métiers à tisser doivent être graissés. C'est un travail salissant, ça casse les ongles, ça cale les mains. » Zafir fit une pause, regardant les ongles peints de Camilla et Alicia. « Vous commencez maintenant. Le service se termine au coucher du soleil, et si le travail n'est pas satisfaisant, eh bien, les rats de l'entrepôt ont aussi besoin de manger, et je suppose que vos portions seront ajustées en fonction de votre productivité. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Alicia, l'horreur véritable transparaissant. « Je suis une dame. » Kiara s'approcha de sa sœur. Pour la première fois, elle toucha le visage d'Alicia, non pas avec tendresse, mais avec une fermeté pédagogique. « Non, ma sœur, vous étiez un ornement. Maintenant, vous serez utile. Apprenez à tisser. Peut-être que dans le silence du travail, vous trouverez l'âme que vous avez perdue parmi les soies. » Kiara tourna le dos. Ce fut le mouvement le plus difficile et le plus libérateur de sa vie. Elle entendit les pleurs de sa mère derrière elle, mais le son semblait venir d'une autre vie, d'un cauchemar qui s'estompait avec la lumière du matin. Zafir l'enveloppa d'un manteau de velours indigo, couvrant ses haillons, et la guida vers la calèche dorée qui attendait. Tandis que la porte se refermait, étouffant le chaos du marché, l'odeur de fumier et de sueur fut instantanément remplacée par l'arôme doux de santal et de cuir neuf. Kiara s'enfonça dans les coussins, tout son corps tremblant sous l'afflux d'adrénaline. Zafir ne dit rien. Il lui servit simplement un verre d'eau glacée d'une carafe en cristal et le lui offrit. « C'est fini, » dit-il, simple comme bonjour. Kiara but l'eau comme si c'était du nectar. Elle regarda ses mains, propres maintenant, mais toujours les mains fortes de Luffy, le porteur. « L'odeur de fumier », murmura-t-elle, un sourire fatigué courbant ses lèvres. « Vous ne m'avez jamais expliqué. » Zafir rit, le son vibrant dans le petit espace de la calèche. « Pour me déguiser, j'avais besoin que personne ne veuille s'approcher trop près. L'odeur était mon armure, mais Loud... » Il sortit de sa poche un petit flacon identique à celui que les sœurs avaient brisé, mais intact et brillant. « Loud était pour vous rappeler que même au milieu de la saleté, quelque chose de précieux peut exister. » La calèche roula doucement, les emportant loin de la vie qu'elle connaissait, vers un horizon qu'elle devrait elle-même dessiner. 6 mois passèrent. Le temps au palais s'écoulait différemment.
marqué non par le soleil frappant les pierres, mais par le rythme des cloches d'argent et des réunions de conseil. Les couloirs du palais des dunes étaient de vastes labyrinthes de marbre et d'or, des lieux où il serait facile de se perdre, ou pire, de se perdre soi-même. Beaucoup à la cour s'attendaient à ce que la nouvelle sultane, la jeune fille du marché, soit éblouie. Ils s'attendaient à la voir couverte de bijoux, passant ses journées dans des bains de lait, tentant désespérément d'effacer son passé plébéien. Ils n'auraient pas pu se tromper davantage. Zafir marchait dans les couloirs de l'aile est, le bruit de ses bottes étouffé par les longs tapis. Il congédia les gardes d'un geste. Il ne cherchait pas sa femme dans les jardins suspendus, ni dans la salle de musique. Il savait exactement où elle était. Le son rythmique, mécanique et hypnotique le guida jusqu'aux doubles portes en chêne au bout de la galerie. Toc, 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 le son du bois frappant le bois, le battement de cœur de la création. Il poussa doucement la porte. Le salon de la lumière, autrefois un dépôt de cadeaux diplomatiques oubliés, avait été transformé. La lumière du soleil de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres, filtrée par des vitraux qui peignaient le sol de couleurs vives. Et au centre de tout, il n'y avait pas de trône. Il y avait un métier à tisser, pas un métier à tisser ordinaire, mais une œuvre d'art d'ingénierie construite selon ses spécifications exactes. Autour de lui, 12 maîtres tisserands du royaume travaillaient dans un silence révérencieux sur des métiers plus petits, mais tous les regards se tournaient de temps en temps vers le centre. Kiara était là. Elle ne portait pas de couronne, ni de soie lourde qui limiterait ses mouvements. Elle portait une simple tunique de lin blanc, les manches retroussées jusqu'au coude, les cheveux attachés en un chignon pratique traversé par des aiguilles en os. Elle travaillait. Ses bras se mouvaient avec une grâce fluide et puissante, faisant passer la navette d'un côté à l'autre, ses pieds dansant sur les pédales. Elle ne tissait pas seulement, elle dirigeait un orchestre de fils. Zafir s'appuya contre le chambranle de la porte, croisant les bras, et se contenta d'observer. Il vit la concentration sur son front, le même regard qu'il avait vu sur la terrasse sombre lorsqu'elle dessinait au fusain sur le sol. La différence était que maintenant le monde entier verrait le résultat. Elle s'arrêta, sentant sa présence avant même de le voir. L'instinct qu'ils avaient développé l'un pour l'autre n'avait pas diminué avec le confort. Kiara se tourna, essuyant la sueur de son front du revers de la main. « Vous êtes en retard pour le conseil de guerre, » dit-elle. Ses yeux brillaient. « J'ai annulé la guerre pour aujourd'hui, » répondit Zafir, s'approchant. Il contourna l'énorme métier à tisser pour voir l'œuvre de face. Son souffle se coupa dans sa gorge. Le tapis qui montait sur le métier n'était pas seulement décoratif. C'était une carte, mais pas une carte de frontières, de fleuves et de montagnes. C'était une carte de l'âme du royaume dans des tons de bleu profond et d'or. Kiara avait tissé leur histoire. Il y avait le chaos géométrique du marché à la base, montant en motifs complexes qui se transformaient en étoiles au sommet. Et là, subtilement entrelacée dans le motif central, la figure stylisée de 2 mains se touchant, l'une sale, l'autre propre, unies par un fil d'or. « C'est la pièce maîtresse pour la salle du trône », expliqua Kiara, passant affectueusement sa main sur le tissage. Pour qu'aucun souverain qui s'y assoit n'oublie d'où vient la vraie richesse du royaume. Elle ne vient pas des mines, Zafir, elle vient des mains qui travaillent. Zafir tendit la main et toucha son visage. Sa peau était chaude, vivante. Il prit sa main, cette main calleuse, rugueuse, avec de petites cicatrices de fils coupants et de teinture indigo sous les ongles. Il porta sa paume à ses lèvres, l'embrassant avec plus de révérence qu'il n'avait jamais embrassé aucun objet sacré. « On m'appelle le magnifique dehors », lui murmura-t-il contre sa peau. « Mais ils ne savent pas que je suis seulement l'homme qui tient la lanterne pour que vous puissiez travailler. » Kiara rit, le son résonnant dans le haut salon se mêlant à la lumière colorée. « Ne soyez pas modeste, mon prince, vous ne tenez pas la lanterne. » Elle entrelaça ses doigts dans les siens, le tirant près d'elle, brisant la distance entre le monarque et l'artisane. Vous êtes la lumière elle-même. Dans l'air flottait l'odeur de la laine brute, du bois scié et subtilement sous tout cela, la fragrance incomparable,
riche et complexe de l'oud royale. L'odeur ne venait pas d'un flacon brisé sur le sol sale, elle venait de sa peau. Ce n'était plus un déguisement, ni un rêve lointain. C'était la réalité qu'ils avaient tissée ensemble, fil par fil, nœud par nœud, indestructible. Zafir l'embrassa et à ce moment, dans le silence de l'atelier, le royaume était complet. La balance était équilibrée, la dette était finalement et éternellement payée. Ce que Kiara nous enseigne, c'est qu'il n'existe pas de magie plus puissante que de reconnaître sa propre valeur quand le monde entier conspire pour vous faire croire que vous êtes invisible. Elle n'a pas eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour conquérir un prince. Elle a juste eu besoin de continuer à être qui elle a toujours été, jusqu'à ce que quelqu'un avec de vrais yeux la voie enfin. Et le commentaire vidéo du jour sera « Tapis persan ». Vous savez, nous adorons vous voir commenter les phrases de fin de vidéo. Et bien sûr, nous savons déjà qui sont toujours présents. Pour les prochaines vidéos, soyez attentifs, car nous mentionnerons quelques abonnés en guise de remerciement, d'accord ? Et si vous avez ressenti chaque rebondissement de ce voyage, laissez un j'aime. Et regardez, vous avez encore le temps d'écouter davantage ? Choisissez alors l'une des histoires qui s'affichent à l'écran, car si celle-ci vous a ému, les autres vous feront ressentir la même chose. À très vite.